Et quand on dit qu'on est libre, quand on est entrepreneur, c'est qu'on est aussi quelque part prisonnier de sa propre prison, puisque quand tu es entrepreneur, en réalité, tu as des responsabilités, tu peux pas juste te barrer du jour au lendemain en vacances. Mais la bonne nouvelle, tu n'as pas envie de partir en vacances. Il suffit pas de le vouloir pour le pouvoir, mais si on ne le veut pas à la base, on ne pourra jamais. Cette notion de liberté, elle doit se travailler et il est essentiel de toujours se remettre en question par rapport à ça, parce que ces croyances, ces fameuses croyances limitantes, elles ont la vie dure et elles viennent toujours nous bloquer sans qu'on puisse s'en rendre compte en réalité. Finalement, si on se compare à Elon Musk ou si on se compare à d'autres personnes, on se dit mais en fait, je suis vraiment une poussière, quoi. C'est pas parce qu'on a déjà fait un chemin, en fait, qu'il n'y a pas encore de chemin à parcourir. Et je pense que ça, c'est très philosophique, mais aujourd'hui, ce que je sais, c'est que je ne sais rien, quoi. Et plus on sait qu'on ne sait rien. Bonjour à tous, je suis ravi de vous annoncer la sortie d'un tout nouveau format sur lequel j'ai travaillé depuis un certain temps. C'est un format podcast que je vais partager sur ma chaîne, mais que vous retrouvez aussi sur Spotify et sur Apple Podcast, dont le nom est Spartacus, les armes pour défendre votre liberté. La liberté, ça fait partie de mes valeurs fondamentales et c'est un sujet sur lequel je réfléchis énormément et qui intéresse aussi énormément le public qui me suit sur cette chaîne. Et donc j'ai décidé de créer un podcast autour de ce sujet de la liberté pour vous donner des outils, des concepts et des idées qui soient immédiatement actionnables pour pouvoir défendre et accroître votre liberté. Et dans ce premier épisode, j'ai l'honneur de recevoir un invité prestigieux qui n'est autre que Éric Larchevêque, cofondateur de Ledger et participant à l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Dans cet épisode, avec Éric, on va parler de sujets de liberté financière, de réussite, d'entrepreneuriat et même d'ennui, vous allez voir, et de manière de laisser son cerveau se reposer et générer des idées géniales. Donc j'espère que cet épisode vous plaira et que vous y trouverez un maximum de valeur. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du format, des questions que vous aimeriez poser à d'autres invités, éventuellement des suggestions d'invités que vous aimeriez que j'interviewe. Et ceci étant dit, je vous laisse en compagnie d'Éric Larchevêque. Bonjour Éric, Oui. Merci de nous recevoir dans ton très beau domaine. Donc pour ceux qui ne savent pas, Éric est en train de faire un énorme chantier pharaonique en quelque part en Sologne pour faire un domaine. Est-ce que tu veux me dire deux mots justement pour commencer sur ce domaine, ce qui t'a poussé à le racheter, à vouloir faire ces travaux? Ouais, en 2019, quand j'ai quitté mes fonctions exécutives chez Ledger, j'ai voulu passer à autre chose. Et originaire de la région Berry-Sologne, j'avais envie d'une forêt et je me suis dit que voilà, je voulais ma forêt. Et donc je me suis mis à chercher une forêt. Et avec une forêt, souvent vient un domaine. Ouais. Et c'est donc cet endroit que j'ai trouvé, dont j'ai fait l'acquisition, et je me suis installé là juste avant le Covid. Ouais. Et on fait effectivement beaucoup de travaux, puisque c'est un domaine que, en dehors d'y vivre et d'être ma maison, c'est aussi un domaine que je veux un peu dédié à l'entrepreneuriat, et donc avoir tout un endroit de réception pour pouvoir faire des masterclass, pour pouvoir vraiment faire venir des entrepreneurs et travailler autour de leurs problématiques. Alors justement, pour ceux qui verront en format vidéo cette interview, on est au cœur de ce domaine, la salle de chasse. La salle de chasse. Au cœur du bazar. Et en fait, petit aveu, j'ai eu la chance, le plaisir de participer à une de ces masterclass justement au mois de décembre. Et justement, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à vouloir faire ça, en plus au cœur d'un domaine dans lequel toi tu vis? Ça fait plusieurs années que je suis investisseur. Je me suis aperçu finalement que ce qui m'intéressait, ce qui me motivait le plus, c'était pas tellement d'aller chercher du rendement dans cet investissement en start-up, mais plutôt d'accompagner des entrepreneurs, de vivre des aventures par procuration, d'être exposé à des problématiques diverses. Et donc j'ai poursuivi cette idée de vouloir aider des entrepreneurs, finalement de les écouter, de les challenger. Et j'ai commencé à faire ça en fait en dehors du cadre d'un investissement. Et dans le même temps, j'avais mon domaine dans lequel je voulais quand même trouver une activité commerciale, parce qu'un domaine comme ça, à entretenir, ça coûte un bras, c'est très grand. Donc j'avais besoin de mettre une activité en face. Je voulais pas faire des chambres d'hôtes. Enfin, franchement, ça m'intéresse pas du tout. Ouais. Et donc l'un a rencontré l'autre. Et je me suis dit que ce qui serait quand même hyper intéressant, ce serait de créer une expérience que j'ai appelée Masterclass, qui serait vraiment centrée autour du domaine, chez moi, et de pouvoir capitaliser sur toute l'expérience que j'ai dans l'entrepreneuriat et donc de faire venir des entrepreneurs d'horizons divers et pendant une journée, 2 journées ou plus, de les challenger et d'avancer sur leurs problématiques. Ouais. Et justement,
est-ce qu'il y a des profils particuliers ou en tout cas des secteurs en particulier où tout le monde peut participer, enfin n'importe quel. Alors, il n'y a pas de secteur, parce que je pense que finalement, les problématiques sont un peu les mêmes, c'est-à-dire d'un secteur à l'autre, il y a des spécificités qui peuvent être intéressantes, et c'est l'une aussi de l'intérêt de cette masterclass, c'est qu'on va rencontrer d'autres entrepreneurs, c'est un peu comme un mastermind, il y a des groupes qui se font et qui se suivent, et donc c'est bien de pouvoir voir des perspectives d'autres entrepreneurs qui sont dans d'autres industries. Par contre, ce sont pour des entrepreneurs qui ont déjà créé leur entreprise, qui sont déjà un petit peu avancés. Alors tout le monde n'est pas forcément au même niveau, il peut y avoir des entreprises qui font plusieurs millions d'euros, d'autres plusieurs centaines de milliers d'euros, mais par contre quelqu'un qui arriverait en se disant « je veux créer mon entreprise, comment faire pour passer de l'idée à l'exécution », en tout cas sur ce format-là de masterclass, ça va pas être l'idéal parce que les autres participants seront quand même à un stade assez avancé. Ouais, c'est mieux d'avoir un petit peu de matière. Ouais, exactement, et d'avoir vraiment des questions spécifiques sur le développement, sur comment recruter, comment déléguer, comment passer à la vitesse supérieure, est-ce que je dois lever des fonds, est-ce que je dois m'autofinancer, enfin, il y a un nombre infini de questions, mais que tout le monde, en fait, puisse en profiter et qu'il y ait une création de valeur un petit peu globale pour tout le monde. Et justement, je me rappelle que dans la masterclass à laquelle j'ai participé, on avait une personne qui avait une agence de voyage, on avait un garçon qui vendait des parfums, et on avait une DAF aussi, enfin voilà, c'était quand même très... C'est assez hétéroclite, ouais. et il n'y a pas de... en tout cas, je réunis pas des personnes qui sont que dans la même industrie ou autre. En tout cas, pour le moment, j'ai choisi plutôt de laisser faire un petit peu le hasard parce que je m'aperçois qu'on peut se nourrir de problématiques différentes dans des industries différentes. Et c'est ça aussi qui va créer l'intérêt. Ouais. Et entre-temps, parce que moi, j'ai participé à la masterclass en décembre, et entre-temps, le livre est sorti. Le livre est sorti parce que. Merci de l'avoir acheté. Eh ben, écoute, c'était moi, tu vois, sur Amazon. Non, je l'ai acheté et je l'ai même lu. Je vais te dire. Et franchement, je l'ai trouvé plutôt cool à lire, enfin, agréable, en tout cas, parce que, effectivement, bon, toi, on avait parlé des circonstances de l'écriture, etc. Et puis, tout le monde n'apprécie pas. Il y en a qui font un livre parce qu'il faut le faire ou qui le font écrire par une tierce personne. Et là, c'est vrai que c'était intéressant parce que je me suis assez amusé. Enfin, j'ai trouvé qu'il était amusant et puis j'ai retrouvé le ton que tu as pu avoir ici. Enfin, tu vois, assez naturel. Il correspond assez bien, il est assez authentique. C'est ça. Et puis, et du coup, je l'ai fait lire à ma belle-mère, qui est pas du tout... qui est pas du tout dans le domaine. Ah, mais non, mais elle est la plus éloignée possible de l'entrepreneuriat possible. Un samedi matin, elle a dormi chez nous. Je lui ai dit, ah, tiens, bah, regarde. Et puis, elle a commencé à lire et elle a adoré. Okay. Et elle m'a dit, ah, c'est super intéressant. Et justement, ça fait le lien avec un truc dont je voulais qu'on parle par rapport à qui veut être mon associé. Et enfin, je trouve que toi, tu peux attirer un capital sympathie auprès de personnes qui sont pas du tout, tu vois, de cet univers-là, comme par exemple ma belle-mère en l'occurrence. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous arrivez avec cette émission à faire autant, tu vois, d'audience sur un sujet qui, pourtant, tu vois, la France, c'est pas le pays, en tout cas, il est pas perçu comme le pays des entrepreneurs et encore moins du capitalisme, tu vois, c'est pas l'endroit où on va forcément encourager le risque et ce genre de choses. Alors, qui veut être mon associé, c'est une émission qui va réunir jusqu'à 2 millions de téléspectateurs et même plus avec les replays. Et clairement, il n'y a pas 2 millions d'entrepreneurs en France. Ouais. Donc, les gens qui regardent ne sont pas que des entrepreneurs, ils sont au contraire des personnes qui vont aller s'intéresser à cet univers. Et je crois que la magie de cette émission, c'est qu'elle a réussi par son montage, par la création des enjeux, par en fait l'approche assez bienveillante qui est mise en place, de déguiser la curiosité de tout le monde et de pouvoir voir comment fonctionne une entreprise, comment se créent les projets, quels sont les enjeux, comment est-ce que ça se finance, que signifie la valorisation d'une entreprise, parce que au final, pour pouvoir suivre le programme, on est obligé de comprendre énormément de concepts et de termes liés à l'entrepreneuriat. Et on se passionne. Ouais. Finalement, c'est, je pense, comme la cuisine, la pâtisserie. Lorsqu'on regarde comment ça fonctionne, comment c'est fait, on va découvrir des histoires personnelles d'entrepreneurs. On va se rendre compte que l'image de l'entrepreneuriat est très loin de l'image du CAC 40, des grands groupes, des grandes entreprises, parfois un petit peu à visage inhumain, donc sans visage, et qu'on va s'intéresser aux histoires singulières qu'on va découvrir, et que l'entrepreneuriat, finalement, c'est le tissu économique de la France. Il y a des centaines de milliers de personnes qui travaillent à développer des business, qui créent de l'emploi, qui créent de la valeur, et pouvoir suivre tel ou tel projet ou tel parcours, eh bien, est inspirant, intéressant, et ça fonctionne. Et c'était pas un pari gagné, puisque au début, l'émission a mis du temps à se mettre en place, et même avant, aucune chaîne, en réalité,
ne souhaitait prendre le risque de mettre un tel sujet à l'antenne. Ouais. Il a fallu que ce soit un entrepreneur lui-même, Nicolas Taverneau, qui a créé M6, mais qui est un vrai entrepreneur, tape du poing sur la table et dise « La France est prête, on y va ». Et pour le coup, il a eu carrément raison. Il a eu raison, parce que ça a fonctionné. Alors, l'émission a mis un petit peu de temps à s'installer. Au début, les audiences étaient plutôt de l'ordre de 1,5 million de téléspectateurs que de 2 millions, ce qui est quand même une performance aujourd'hui, faire 2 millions en prime à la télévision sur des sujets qui soient pas effectivement la chanson, la variété, c'est pas simple du tout. Et donc, ça montre à quel point cette émission est un succès, en plus dans un environnement où les gens regardent de moins en moins la télé, donc c'est de plus en plus difficile de faire des audiences importantes. Pour revenir à ton livre, j'ai extrait une ou deux petites citations sur lesquelles j'aurais aimé qu'on développe, qu'on rebondisse si tu veux bien. Tu écris notamment « Vouloir être libre, vouloir changer les choses pour soi-même ou les autres, voilà le début de la grande aventure. » Et justement, comme tu as parlé de « Entreprendre pour être libre » dans le titre de ton livre, et que le thème du podcast, c'est la liberté. Magnifique. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être libre? Qu'est-ce que la liberté à tes yeux? Pour moi, être libre, c'est vraiment la capacité de pouvoir faire ce que je veux, de pouvoir assumer mes choix. Et finalement, c'est assez égoïste. Vraiment, ne pas avoir besoin d'attendre la validation de quelqu'un, l'autorisation de quelqu'un d'autre pour pouvoir faire telle ou telle chose. Alors, c'est à plein de niveaux. C'est évidemment au niveau financier, puisque la liberté financière, c'est la première des éléments pour pouvoir avancer. Donc, quand je vais faire mes courses, parce que je fais mes courses, oui, je regarde pas ce que je mets dans mon caddie et j'ai pas besoin de réfléchir à combien ça coûte. Ouais. Et ça, c'est une liberté énorme. En fait, c'est vraiment la première des libertés. Mais ensuite, c'est cette capacité de pouvoir faire chaque jour ce que j'ai envie, de me lever chaque matin en me disant « Ah, c'est super, je fais vraiment ce que je veux ». Et quand on dit qu'on est libre, quand on est entrepreneur, c'est qu'on est aussi quelque part prisonnier de sa propre prison, puisque quand tu es entrepreneur, en réalité, tu as des responsabilités, tu peux pas juste te barrer du jour au lendemain en vacances. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas envie de partir en vacances. Finalement, être libre, c'est être en raccord avec ce qui nous anime et véritablement pouvoir se lever chaque matin en se disant bah, « c'est cool, je fais vraiment ce que je veux ». Ouais, parce que justement, il m'avait semblé qu'il y avait un petit sujet d'intolérance à la contrainte dans ce que j'ai pu lire. C'est joliment dit, une intolérance à la contrainte. Et en fait, il y a deux éléments qui m'ont fait dire ça. Il y a quand tu parlais de ton père qui s'était barré en vélo à sa retraite. Oui. Et tu dis, il s'est barré en vélo, tout seul libre avec son vélo. Et là, justement, je m'étais dit, tiens, est-ce que justement le fait de se soustraire à toute contrainte, ça parle de liberté en ce qui te concerne? Et après, quand je suis arrivé au passage sur entreprendre en chaussettes, je me suis dit là, on a un truc où je me suis dit, bah en fait, le bonhomme vit mal la contrainte, ne serait-ce que les pompes, tu vois, où il y a une forme de contrainte. Ouais, bien sûr. Effectivement, je raconte que j'avais fait un pitch en chaussettes, c'était un peu par accident, mais en réalité, j'aime bien ne pas avoir de chaussures. Et la preuve, bon là on est chez moi, mais je suis en chaussettes. Et finalement, être en chaussettes, c'est juste montrer que oui, on vient comme on est, qu'on s'embarrasse pas du préjugé, du regard des autres. Alors évidemment, il y a des limites à l'exercice. Il s'agit pas d'arriver en slip et tu dois aussi respecter en fait les libertés fondamentales de chacun. Mais oui, la contrainte, c'est quelque chose qui me parle mal. Et du reste, initialement, je suis allé vers l'entrepreneuriat parce que je me voyais pas du tout en tant que salarié. Je me suis dit que je pourrais jamais m'épanouir dans un univers de contraintes. Ouais. Pour autant, en même temps, je peux être un bon soldat. C'est-à-dire que je suis pas un rebelle en permanence. J'ai pas de rejet fondamental de l'autorité. Okay. Non, c'est pas là. C'est plus le fait que je pense que je pourrais pas supporter que quelqu'un soit au-dessus de moi et me dise des choses et m'explique comment faire les choses, alors que je considère qu'il n'aura pas forcément la qualité ou le talent ou l'expertise pour bien me le dire. Donc c'est pas un rejet de l'autorité en tant que tel, parce que j'ai pas de mal à rester dans le rang et à faire le bon soldat. Mais par contre, il faut que j'ai un respect de la personne qui serait au-dessus de moi, qui me dirait de faire les choses. Et c'est souvent assez difficile à obtenir. À trouver. Et à trouver, exactement. Et j'ai pas la patience pour ça. Donc c'est la raison pour laquelle je suis allé vraiment vers l'entrepreneuriat. Oui, parce que probablement une certaine forme d'intolérance à la contrainte. Et ceci dit, je veux rebondir sur quelque chose que tu as dit à l'instant, parce que
il y a beaucoup, c'est devenu limite à la mode maintenant, tu vois, de monter son entreprise, etc. Tu vois, Oui. puis ouvrir sa micro-entreprise, c'est super facile aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que c'est, t'ouvres ta micro-entreprise et en 2 secondes, en fait, tu sais, tu te mets à Bali et puis c'est tranquille et tu engranges le cash. Et en fait, c'est plutôt justement choisir ses contraintes, parce que tu as dit, moi, je peux bosser 80 ou 100 heures par semaine, mais sur un truc que j'ai choisi. Et en fait, c'est pas tellement s'affranchir de toute contrainte. Non, tu as raison, c'est choisir ses contraintes, parce que quand tu deviens entrepreneur, tu te rajoutes des contraintes majeures, parce que certes, tu as personne au-dessus de toi, mais tu as toi-même en fait au-dessus de toi, et tout ce que tu vas mettre en place, tu vas te donner des objectifs, tu vas lancer des projets, tu vas avoir des clients, tu vas prendre des responsabilités, tu vas lancer des investissements, et tu vas te mettre en danger, parce que clairement, tu n'as pas de filet, hein, si tu te plantes, tu n'auras pas le chômage. Si tu te ramasses, ce sera vraiment de ta faute, et donc la peur de l'échec devient importante et tu dois la combattre. Donc oui, tu te rajoutes des contraintes, mais que tu choisis. Et donc, c'est pour ça que tu restes en raccord avec toi-même, parce que tu choisis cet univers-là. Mais il est évident que se dire que devenir entrepreneur va permettre de trouver une réponse immédiate et facile à la liberté financière et la liberté de faire ce que je veux, non. Il faut vraiment, je pense, avoir cette envie d'entreprendre, Ouais. et donc créer les contraintes que l'on décide, et au final être prisonnier de sa propre prison, mais en le choisissant, tu restes libre, même si à la fin, tu as quand même de belles contraintes, et qui font que si ton but, c'est de te la couler douce à Bali en faisant des posts Instagram, ça risque pas de marcher, je pense. En tout cas, ça va être très compliqué. Okay. Et pour arriver justement à tu vois, cette situation où tu dis, voilà, tu t'es raccordé à cette envie assez tôt au final, parce que tu parles de cette expérience, je crois que c'était chez HP où tu es arrivé, puis c'était un univers tout gris. J'étais chez Philips Semiconductors, Philips, enfin une grande entreprise, que j'étais dans la microélectronique, donc je pouvais travailler que dans des gros groupes. Et oui, j'avais 22 ans. Ouais. Et justement, tu t'es raccordé à cette envie. Est-ce qu'il y a un peu des croyances liberticides ou des espèces de boulets, tu vois, mentaux comme ça, dont toi, tu as dû te défaire pour te dire non, en fait, cet univers-là, j'en veux pas? J'ai pas eu de croyances limitantes ou d'éléments qui m'ont fait hésiter. En fait, dès que j'ai été face à ce constat, qui a été extrêmement rapide, hein, il m'a fallu 24 heures, je pense, pour me rendre compte que c'était juste pas un univers dans lequel je pourrais m'épanouir, ma décision a été prise. Okay. J'ai cette capacité de pouvoir assez rapidement prendre des décisions radicales où je réfléchis pas forcément aux conséquences, mais je comprends que je ne peux pas continuer comme ça, et que peu importe en fait l'inconnu, il sera sûrement bien meilleur que la situation dans laquelle je fais face. Ce sera bien meilleur que la situation à laquelle je fais face. Et cette capacité justement à prendre des décisions radicales, elle est innée ou c'est quelque chose que tu as appris? Je pense qu'elle est innée. Okay. J'ai jamais travaillé sur moi-même, en tout cas pas les premières années de ma vie, où je pense que j'ai commencé à faire de l'introspection après mes 40 ans probablement. Okay. Et avant, j'ai toujours été assez instinctif, et je crois pas l'avoir travaillé, en tout cas pas de manière consciente. C'est sûrement un trait de mon caractère. Ok. Et justement, pas jusqu'à tes 40 ans. Et après, c'est quelque chose que tu as essayé d'enclencher un petit peu? Le travail sur soi ou les trucs comme ça? Ça s'est enclenché en fait en 2019, donc je pense plutôt après 40 ans, je devais plutôt près 45 ans, quand j'ai vraiment changé de vie, quand j'ai arrêté d'être actif chez Ledger, quand j'ai perdu mon poste de CEO, ça m'a forcé à me poser des questions, à comprendre ce que je voulais, à comprendre ce qui m'animait, et pour la première fois un petit peu à prendre du recul sur moi-même et essayer de réfléchir, et de me mettre un peu en perspective, ce que je ne faisais jamais avant, puisque j'ai toujours vu et su de manière assez claire là où je voulais aller et ce que je voulais faire, et je ne me prenais jamais le temps de réfléchir, et j'ai jamais été un intellectuel en fait, et c'est aussi ça, je pense, qui a été source pour moi d'être facilement dans l'action. Et peut-être qu'au bout d'un certain temps, d'un certain âge, et par la force des événements et de ce qui t'arrive, tu commences un peu à te poser des questions, et il devient nécessaire de prendre le temps. Okay. C'était pas, en tout cas, quelque chose que je ressentais avant. Et j'ai jamais lu de bouquin de développement personnel, j'ai jamais eu de coaching, jamais eu de mentor. C'est quelque chose qui n'a jamais fait partie, en fait, de mon logiciel ou de mon équation. Non pas parce que j'ai un rejet de ce type d'approche, c'est juste que comme j'ai commencé assez tôt, en 1996, dans l'entrepreneuriat, enfin, il n'y avait rien. Ouais. Et donc, j'ai dû me construire comme ça.
Et après, on prend l'habitude tout simplement d'avancer seul. Et donc à partir de 2019, quand tu as commencé tu vois justement plutôt ce travail, est-ce que ça a été par le biais, je sais pas, d'introspection, une retraite, un coaching, une thérapie, enfin qu'est-ce qui t'a permis justement de changer de fusil d'épaule et d'avoir ce regard sur toi-même? Couper du bois. Je me suis mis dans ma forêt, j'ai coupé du bois, j'ai débité des planches, j'ai fait du travail manuel. Ouais. Et ça m'a permis en fait de prendre le recul nécessaire. C'est tout simplement par le travail physique, d'une certaine manière, que j'ai réussi à trouver la paix intérieure et à réussir à mettre en place cette introspection. Donc j'ai pas fait appel à ni un coach, ni à qui que ce soit, ni encore moins lu des bouquins de développement personnel. Ça a juste été vraiment un changement de braquet, de passer dans ce que j'appelle cette slow life, où j'ai arrêté de travailler vraiment comme un maboule la semaine, la nuit, le week-end, et à prendre une vie quand même un petit peu plus tranquille. Et ça m'a donné le champ libre pour pouvoir justement faire cette introspection. Donc pour toutes les personnes qui se questionnent sur leur avenir, c'est pas la peine d'aller voir des conseillers d'orientation, allez plutôt couper du bois. Mon conseil, c'est de prendre du recul et de s'ennuyer aussi. C'est un peu ce que j'explique dans mon livre, hein, la puissance de l'ennui, la puissance tout simplement de prendre du temps pour soi, de rien faire, de pas forcément occuper son esprit avec des écrans, avec un contenu qui nous est poussé, de prendre du temps pour soi, marcher sans rien faire, sans rien écouter, juste s'ennuyer. Ouais. Et c'est là où on commence un petit peu à enclencher des niveaux de réflexion un peu intéressants. Et ça a fait écho justement quand on parlait dans le livre et tu en parles maintenant. J'ai entendu il y a pas si longtemps un scientifique qui en parlait justement, qui expliquait pour le coup, tu vois, avec une des vraies études, les vertus justement de l'ennui et de ce temps en fait qui permet au cerveau de faire ses connexions et d'activer cette créativité qu'on n'a plus en fait aujourd'hui, parce que même avant les temps qui étaient un peu imposés, tu vois, je sais pas, t'attends ton bus ou tu fais un truc où les gens, tu parlais de faire les courses, les gens t'attends comme un couillon, tu vois, à la caisse, t'as rien à faire à part, maintenant, les gens, ils sont tous comme ça. Ah oui, t'es tout le temps sur ton téléphone et tu ne peux plus t'ennuyer. Et c'est d'autant plus dangereux, je pense, pour les jeunes qui sont nés avec des écrans dans les mains et qui ne s'ennuient plus et qui ont donc plus de difficultés à trouver leur voie, parce que c'est vraiment quand tu t'ennuies que tu vas commencer à faire ces connexions et que tu vas avancer dans ta vie. Et donc, c'est pour ça que cultiver son ennui, c'est indispensable. Et là, surtout pour les parents, que les enfants s'ennuient. Moi, quand mes enfants viennent me voir et disent « Papa, je m'ennuie », je dis « C'est génial, j'ai réussi quelque chose ». Parce que je sais que 10 minutes après, ils vont trouver quelque chose, inventer un jeu, faire n'importe quoi. Ouais. Et c'est là où vraiment la créativité commence. Finalement, le précurseur du succès, c'est cette créativité qui va donner lieu à des idées, à des projets, à quoi que ce soit, et ça peut être un succès ensuite dans plein de domaines. Mais si à la base, en fait, on est tout le temps à subir du contenu et à regarder des trucs et à se prendre des dopamines facilement en regardant des vidéos de chats sur Instagram ou TikTok, bon, ça va 5 minutes parce que effectivement c'est rigolo, mais faire ça tout le temps, malheureusement, je pense que ça crée beaucoup de démotivation et c'est un véritable, je pense, problème, surtout pour les jeunes. Nous, bon, un peu trop tard, quoi. Le mal est fait. Le mal est fait, voilà. Et puis bon, pour ça, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Parce que quand je dis à mes enfants, arrête de regarder ton téléphone, évidemment, moi je suis sur mon téléphone. Ouais. Donc je suis obligé de faire 2 poids, 2 mesures. Ouais, bien sûr. Mais de toute façon, les parents ont toujours des droits, tu sais, des privilèges. Des privilèges, exactement. Privilèges. Alors justement, par rapport au sujet de la liberté, est-ce que tu as pu identifier quelque chose de commun aux participants de tes masterclass, parce que là, tu commences à en avoir un petit paquet, hein, oui, une centaine, oui. Est-ce que tu as pu identifier des choses, des croyances ou des façons de faire qui sont communes et qui puissent être justement des entraves à la liberté? Alors déjà, ils ont tous en commun qu'ils ont envie d'écouter. Okay. Et donc ils ont c'est-à-dire de l'humilité, de penser qu'ils n'ont pas tout compris, qu'ils n'ont pas raison sur partout et qu'ils sont en capacité d'écoute. Et donc ils ont déjà passé ce premier frein, hein, parce que il y a des entrepreneurs qui écoutent rien et donc et alors, comme toujours, hein, c'est une question d'équilibre, hein, c'est pas non plus le dernier qui a parlé qui a raison, mais quand tu n'écoutes pas, de toute façon, tu peux pas écouter les signaux faibles de ton marché, et donc c'est très difficile de pouvoir ne serait-ce que prendre de bonnes décisions. Ensuite, en matière de croyances limitantes, il y en a plein. Il y a le syndrome de l'imposteur, il y a toujours la peur de l'échec. En réalité, même si c'est des personnes en fait qui ont réussi à faire des choses, elles ont atteint un palier, et
avant, elles y sont allées parce qu'elles avaient rien à perdre. Et là, maintenant, elles ont peur de perdre ce qu'elles ont. Donc, au final, même si quelqu'un n'a pas du tout l'impression d'avoir cette peur de l'échec, en réalité, oui, et ça va être hyper bloquant. Le syndrome de l'imposteur dont je parlais tout à l'heure, même des gens qui sont finalement dans le métier du coaching, de faire lever ces barrières et qui arrivent à un peu à un plafond de verre parce que ils n'arrivent pas à scaler, ils sont seuls, etc. Quand je leur dis, mais finalement, tu peux aller un cran au-dessus, peut-être commencer à transformer ce que tu fais en une méthode pour donner ta méthode, etc. La réaction, c'est ah mais ouais, mais en fait, je pensais que j'étais un coach comme parmi d'autres et que que ma méthode ne vaut rien. Ouais. et donc, c'est finalement les croyances limitantes. Et moi, honnêtement, la première fois que j'ai entendu parler du mot de croyances limitantes, je me suis dit encore, c'est quoi ce bullshit de truc où on comprend Qu'est-ce que c'est que ces qu'est-ce conneries que c'est que ces conneries. En réalité, c'est hyper puissant parce qu'on a tous de véritables croyances limitantes, enfin plus ou moins au niveau, et c'est important de les travailler. Et le pouvoir de l'état d'esprit, du mindset, il n'est pas à négliger, parce que simplement en retirant ces croyances-là, en prenant du recul, en voyant d'autres personnes, et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait d'autres entrepreneurs, que chacun puisse voir les réussites des autres, puisque chacun réussit d'une façon différente, eh bien ça crée une capacité de se voir avec un autre prisme qui va lever beaucoup de doutes. Moi, j'ai des entrepreneurs qui sont arrivés en disant « Ouais, moi je fais 1 million, c'est génial, machin, franchement là je suis bien, mais je suis venu pour optimiser mes process, pour augmenter ma marge, machin », et qui repartent en disant « Ah, je suis une merde, pourquoi je fais pas 20 millions ?» et ils partent en disant « Mais en fait, oui, je vais aller chercher 20 millions », parce qu'ils s'étaient mis des croyances limitantes sur le fait que « Ah bah non, là j'ai déjà mon marché, je peux pas aller plus haut ». Et donc ils arrivent avec des envies de travail sur certains domaines, et assez souvent, on dit attends, non, en fait ton problème il est là, il est ailleurs, et ça va déclencher et débloquer en fait tout un tas de choses qui vont faire qu'après les entrepreneurs ils vont aller catapulter leur business en accélérant. Et oui, bien sûr, qu'en retirant ces croyances limitantes, en retirant ces freins, on va avoir plus de liberté, parce qu'on va s'autoriser à faire des choses. Au final, c'est quoi la croyance limitante? Ce sont juste des limites que l'on se met à soi-même. On va aller s'empêcher de croire ou de penser qu'on peut aller chercher tel ou tel business, parce qu'on se dit non, j'ai fait 1 million, mais 50, c'est juste impossible. Alors qu'en réalité, si. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, évidemment, il faut voir dans le dur comment on va faire et quelle va être la roadmap. Donc, il suffit pas de le vouloir pour le pouvoir, mais si on ne le veut pas à la base, on pourra jamais. Et donc, cette notion de liberté, elle doit se travailler et il est essentiel de toujours se remettre en question par rapport à ça, parce que ces fameuses croyances limitantes, elles ont la vie dure et elles viennent toujours nous bloquer, même si mais ça, sans qu'on puisse s'en rendre compte en réalité. Est-ce que toi, t'en as déjà eu ou t'en as encore? Alors, j'ai eu le syndrome de l'imposteur, par exemple. C'est-à-dire que même après Qui veut être mon associé, alors que j'avais quand même, on va dire, une certaine plateforme média, que plein de gens m'envoyaient des messages pour me poser des questions, est-ce que tu peux donner des conseils, etc. Je faisais pas grand-chose sur les réseaux sociaux, etc. En tout cas au début, ce que je me disais, mais qui suis-je pour donner des conseils? Et j'ai eu beaucoup de mal, en fait, à vraiment sortir de cette ornière, à faire des vidéos pour donner des conseils. Au début, j'étais là, excusez-moi de demander pardon, mais voilà, peut-être faire ci comme ça. Et ensuite, même d'avancer, de commencer à faire du conseil, à prendre des appels et me faire payer pour ça, parce que je me disais, mais de toute façon, je peux pas aider la terre entière, donc je dois quand même discriminer simplement par l'argent. Et de toute façon, si tu payes pas pour quelque chose, tu t'en fiches et donc ça marche pas. Mais au début, j'avais honte, ne serait-ce que demander de l'argent pour promulguer un conseil, parce que j'avais ce syndrome de l'imposteur. Et donc, il a évidemment fallu que je le travaille. Et donc, c'est pour dire que même moi, qui a priori a quand même un track record assez bon dans l'entrepreneuriat, et donc avec des choses à dire, il a vraiment fallu que je fasse un travail de l'introspection pour me dire, non, Eric, tu as des choses à dire, tu peux créer de la valeur, c'est pas une honte de les vendre, de les monétiser, c'est pas un scandale, au contraire, ça permet en fait d'aider les autres, ça permet de créer de la valeur finalement, et non, ça n'a pas été simple. Donc ça, c'est quelque chose que je comprends tout à fait. Et là aussi, c'est un cheminement que tu as fait seul? Oui, c'est un cheminement que j'ai fait seul, j'ai mis du temps. Je serais peut-être allé plus vite, évidemment, en passant par des coachs. C'est juste que
je l'ai pas fait. Et donc, c'est pas par rejet, encore une fois. Je pense que c'était juste que j'étais pas encore prêt dans ma tête d'accélérer. Ça s'est fait petit à petit. Et pareil, pour écrire un livre, j'ai toujours voulu écrire un livre parce que j'avais envie de raconter mon histoire, parce que j'avais envie de partager mes conseils. Et longtemps, je pense que j'étais bloqué en me disant, mais écrire son livre, enfin, c'est un peu, et ensuite le vendre, non, bah quand même, qui suis-je pour aller faire un bouquin et dire acheter mon bouquin, quoi. Ouais. Parce que faut quand même avoir, enfin, c'est de l'ego quelque part. Oui. Et donc, moi, j'ai un ego qui est assez fort, parce que sinon, tu peux pas être entrepreneur si t'as aucun ego. Mais parfois, voilà, même si je suis assez humble, il y a des moments, il faut arrêter non plus d'être dans la fausse humilité, et donc aussi débloquer ça. Et après, bon, écrire le livre. Et je suis très content de l'avoir écrit, et j'en suis fier, et je suis heureux que les gens le lisent. Et c'est super. Donc, il y a toujours un travail à faire sur soi-même, et on peut vraiment aller plus vite en passant par des coachs. Parce que tout seul, quand même, c'est la galère. Et c'est vrai que ça vaut le coup de parler à des personnes qui comprennent les mécanismes et qui vont être capables de tirer la ficelle et de te faire aller finalement là où tu vas aller, mais beaucoup plus vite. Ou des mentors qui ont déjà fait le chemin. Ou des mentors qui ont déjà fait le chemin, bien sûr. Non, mais évidemment, réussir à faire ça tout seul, c'est pas évident. Enfin, tu peux le faire, c'est juste que tu perds du temps en réalité. Ouais. Justement, moi, ce qui m'avait intéressé, entre autres, quand je suis venu ici, c'est de pouvoir, enfin, tu vois, venir te questionner sur pas mal de thématiques. Et de me rendre compte, et je pense aussi que c'est intéressant, tu vois, les gens qui vont regarder cette interview et qui se disent « Ouais, Eric, il a déjà fait un chemin de fou, tu vois, il a atteint telle chose et telle chose, il a atteint ça et ça. » En fait, mais Eric aussi, il a eu des problèmes, tu vois, de syndrome de l'imposteur. Oui, bien sûr. Et qu'en fait, ce travail ne se termine jamais. Ça se termine jamais. Attends, mais même souvent, je regarde mon parcours, je me dis « Putain, je suis une merde. » Tu vois, parce qu'en fait, il y a des gens qui ont fait mais 100 fois mieux, évidemment. Et il s'agit pas de se dire que de faire une réduction à zéro de tous les efforts qu'on a pu mettre en place, mais finalement, si on se compare à Elon Musk ou si on se compare à d'autres personnes, on se dit mais en fait, je suis vraiment une poussière, quoi. Et donc, clairement, c'est pas parce qu'on a déjà fait un chemin, en fait, qu'il n'y a pas encore de chemin à parcourir. Et je pense que ça, c'est très philosophique, mais aujourd'hui, ce que je sais, c'est que je ne sais rien, quoi. Et plus on sait qu'on ne sait rien. Et à un moment, il faut juste réussir à trouver son équilibre. Et aujourd'hui, j'ai un peu trouvé mon équilibre dans le sens où je me dis pas maintenant, j'ai fait 1 milliard, je vais aller chercher les 100 milliards, parce que ma voie, je vais la trouver via ce que je fais aujourd'hui, en partageant mon expérience, en créant de la valeur sur d'autres entrepreneurs, parce que c'est aussi enrichissant à titre personnel de voir qu'on arrive à faire croître des business, et c'est super. Et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est un chemin qui ne s'arrête jamais, parce qu'en fait, il n'y a pas de limite. Et on a beau faire des business, des gros trucs, après c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus, et ça s'arrête jamais en réalité. Tu dis que l'argent est une source de liberté infinie. Dans le bouquin, tu as dit que l'argent était une source de liberté infinie. Justement, est-ce que l'argent, pour toi, permet de s'affranchir de ces fameuses contraintes dont tu ne veux pas? Évidemment. Enfin, quand tu as de l'argent, tu peux envoyer chez tout le monde, on te remerciera, quoi. Enfin, tu l'as vécu? C'est quelque chose que tu as vécu, ou tu vois, où vraiment le changement, les gens ont changé de manière d'agir à ton égard quand tu as passé un certain palier financier? Peut-être, mais en réalité, je suis devenu millionnaire assez jeune. J'ai moins de 30 ans. Donc j'ai pas vu en fait de vraiment de changement, mais c'est parce que déjà socialement parlant, je me suis vraiment mis dans un tunnel en voyant très très peu de gens, et donc j'avais un cercle personnel assez restreint. Et donc quand j'ai changé d'échelle, finalement ceux qui étaient avec moi ont changé d'échelle avec moi. C'était aussi des entrepreneurs. C'était aussi des entrepreneurs, donc j'ai pas vu d'impact en fait vraiment autour de moi. Et ensuite, quand je me suis expatrié, etc. Et donc quand je me suis expatrié en Roumanie, par exemple, alors que j'avais déjà pas mal d'argent, je suis déjà arrivé dans un contexte où effectivement j'avais cette liberté. Pareil, quand je suis revenu en France, j'avais vendu ma 2e entreprise, j'avais gagné encore plus de millions. J'étais dans un contexte où j'avais cette liberté. Et ensuite, quand j'ai encore changé d'échelle avec le succès de Ledger, j'étais planqué ici dans mon domaine.
et j'avais pas vraiment eu besoin en fait de ce rapport de force monétaire. Donc moi, j'ai pas vraiment eu, je pense, de vision de ce que ça a pu changer. En tout cas, je l'ai pas vécu directement. Okay. Par contre, ce qui est certain, c'est que je me suis toujours retrouvé dans une situation où je n'ai jamais eu besoin de subir des contraintes, parce que si à un moment je sentais que ça allait être le cas, bah, je pouvais toujours m'en sortir financièrement et donc pouvoir choisir d'autres voies. Donc ça, c'est vraiment une liberté extrême et c'est la base de la fondation du bonheur. On dit toujours que l'argent ne fait pas le bonheur. Évidemment, il y a que ceux qui en ont qui peuvent l'affirmer. Mais c'est vrai que si tu n'as pas cette fondation, ça va être très difficile de construire un bonheur durable parce que sinon, tu vas tout le temps être rappelé en fait, à des réalités difficiles de la vie avec des contraintes qui vont venir éborgner ce que tu auras réussi à construire en matière de bonheur. Ouais. Et tu as parlé justement de ce sujet de la confiance en soi, tu vois, dans sa capacité à faire, et c'est quelque chose dont on a parlé ici, quand j'étais venu en masterclass, et dont tu parles aussi dans ton bouquin. Tu dis que tu as toujours eu cette confiance, donc tu savais que tu aurais de l'argent, ouais. Et tu avais cette confiance dans ta capacité à aller en générer. Oui. Et pareil, est-ce que tu as une idée d'où elle vient, cette confiance? Ou est-ce qu'elle était innée? Enfin, c'est toujours quelque chose que tu as eu en toi, ou c'est quelque chose que tu as cultivé? Je pense que c'est inné parce que pour moi, elle est inexplicable. C'est-à-dire que quand j'ai écrit le livre, j'ai utilisé du reste ce mot inexplicable, parce que j'ai essayé de m'interroger en me disant mais pourquoi j'étais comme ça. Donc je suis dans un univers où mon père en fait était industriel, hein, puisque de famille de porcelainiers, mais quand j'avais à peu près 10 ans, la boîte s'est cassée la figure, enfin ça s'est mal fini, donc ça m'a montré aussi la dure réalité du business. Ma mère était prof de danse, donc un peu entrepreneur, mais c'était vraiment aussi très 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 difficile pour elle. Et donc mes parents m'ont pas inculqué en fait du tout le sens du business, c'est-à-dire que mon père c'était avant tout un ingénieur, je faisais surtout des maths et de la physique avec lui, et ma mère c'était une artiste. Ouais. Donc le business et cette notion, ce sens du business que j'ai, je pense je sais pas comment je l'ai acquis. Ouais. Ma première, en fait, je pense que mon premier souvenir de business, où là j'ai compris que j'avais quelque chose en fait. C'était, je pense que j'avais une dizaine d'années. J'étais là à Paris avec ma maman. On était porte de Saint-Ouen. On était au marché aux puces. Okay. Et il y avait tous les étals avec notamment des Blacks, des Africains qui vendaient leurs masques en bois. Je sais pas d'où ça sort. Et je me suis dit tiens, je vais m'en acheter un. Et donc je commence un peu à discuter. Je sais que faut négocier parce que c'est un truc qui se sait. Et donc voilà, il me dit un masque, il me dit ouais c'est 100 francs, c'était des francs à l'époque, bon c'est cher. Je dis 50, il me dit non, je dis ouais super, ça commence comme dans les bronzés, tu vois. Donc il y en a un autre qui est aussi, je sais pas, 70 francs et je discute. Bref, j'arrive pas et voilà, je fais un peu la gueule. Et puis il me dit ça va. Et puis ma mère dit non, il est triste parce que voilà, il voulait négocier, il n'a pas réussi. Et là, je sais pas, je me suis senti en disant non, c'est pas possible, je peux me faire humilier comme ça. Et donc je dis ok, je te prends les deux, mais 100 balles. Enfin, je te prends 100 balles, mais les deux. Et là, il me regarde et il me dit ouais, toi, t'as compris, tu vois. Et donc il fait l'affaire parce qu'en fait, il était content finalement de ma négociation parce qu'il repart avec ses 100 balles. Parce qu'en fait, ce qu'il voulait, c'était l'argent. C'était pas tellement de baisser le prix de chacun des masques, mais à la fin, il voulait ses 100 balles. Et donc, j'ai compris ce qu'il voulait. Donc, j'ai juste trouvé une manière différente d'arriver au résultat. C'est ça la base de la négociation. Et je pense que depuis ce jour-là, ça a créé ma confiance en moi. C'est peut-être un des éléments déclencheurs où je me suis dit, en fait, je sais négocier. Finalement, le business, c'est pas que c'est pas compliqué, mais je sais comment ça marche. Et donc après, j'ai tout le temps déroulé et j'ai tout le temps eu des idées pour gagner de l'argent, pour faire des trucs. Et donc, je me suis tout le temps dit que l'argent ne serait pas un problème. Je me suis pas dit je serais milliardaire, parce que je réfléchissais pas comme ça. Ouais. Mais pour moi, il était clair et net que je n'aurais jamais de problème d'argent. Eh ben, bravo. Je sais pas si c'est bravo, mais c'était comme ça. Ouais. Parce que c'est un problème, je sais que c'est un problème chez moi, tu vois, personnel, c'est un problème chez beaucoup d'entrepreneurs, cette peur justement de se retrouver à zéro, de se retrouver sur le carreau, etc. Enfin, c'est une peur qui est commune à beaucoup de gens, même pas seulement des entrepreneurs, tu vois, la peur de manquer. Ouais, bien sûr. En termes d'argent, elle est là tout le temps. On a toujours ce besoin de sécurité, c'est évident, oui. Et si tu devais aujourd'hui
Je te le souhaite pas du tout. Mais si tu devais repartir de zéro, Ouais. genre on vient, on te dépouille de tout ce que tu possèdes. Je sais pas si c'est une question à laquelle tu as déjà réfléchi. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ferais Ah si, bien sûr, j'y réfléchis parce qu'aujourd'hui, la plus grande partie de ma fortune professionnelle vient de Ledger et c'est une entreprise qui n'est pas encore, c'est pas encore certain de ce qui va se passer. Elle peut tout à fait se casser la figure. Le marché est très compliqué. Ledger a eu des revers. Donc moi, je suis plus à la direction de Ledger, donc je peux plus faire grand-chose. Je regarde juste le bateau qui tangue et donc ça peut faire un wipe-out. En tout cas, je ne l'exclus pas. Alors, ça ne veut pas dire que ça va m'entraîner dans une chute parce que voilà, j'ai d'autres actifs, etc. Mais donc, bien sûr que je me pose la question de si ça tombe, qu'est-ce que je fais et donc, par extension, si je perds tout, qu'est-ce que je fais Ouais. et donc déjà, j'ai absolument pas peur. C'est-à-dire que ça m'empêche pas de dormir la nuit. Alors évidemment, je le souhaite pas. Mais si tout doit s'écrouler, je dois tout perdre, je dis c'est pas grave. Je me refais, je me reconstruirai. Donc j'ai toujours en fait cette croyance que quoi qu'il arrive, je vais m'en sortir et que je serai capable de mettre ma famille à l'abri du besoin. Et donc, si je dois aller à l'Intermarché du coin et faire la déballe en disant, et voilà, le kilo de salade et tout, tu vois, parce que je serai un has-been, tu vois, et qu'on profitera de mon ancienne célébrité, donc qui veut être mon associé pour aller vendre des tomates sur les marchés, je le ferai, tu vois. Évidemment, j'essaierai de trouver quelque chose d'un peu plus intéressant, mais ça me posera aucun problème, tu vois, de repartir à zéro. Et encore une fois, à moins qu'on me retire mon savoir-faire, mon cerveau, mes trucs, je sais coder, je sais faire des trucs, je ferai des formations en ligne que je vendrai, j'expliquerai en fait comment j'ai tout gagné, comment j'ai tout perdu. Tu vois, Et comment repartir de comment zéro repartir de zéro. Donc non, je trouverai quelque chose. Okay. En tout cas, ça me fait pas peur. D'accord. Et à la limite, si ça devait arriver, je me dirais, cool, allez, tu vois, c'est reparti. Parce que c'est vrai que quand t'as tout, t'as machin, t'es un peu gavé, t'es là, pourquoi je m'emmerderais, tu vois. Et donc ça, c'est un élément qui fait aussi que quand t'atteins tes rêves et quand tu as une grande réussite, forcément, tu te prends un coup sur la tête en matière de motivation. Et il y a des moments où tu te dis, mais j'ai des millions et des dizaines de millions, qu'est-ce que je vais aller m'emmerder pour gagner 10 000 balles, tu vois. Et donc, c'est vrai que c'est plus dur, tu vois, de se lever, etc., de faire des trucs. Et donc, un bon gros coup de pied dans le cul, je peux te dire, ça fait du bien, quoi. Donc, en tout cas, je le prendrais pas mal. Okay. Alors, évidemment, je vais pas faire en sorte que ça arrive, mais si je devais repartir de zéro, je pense que ça me donnerait un énorme coup de fouet. Et quelque part, je prendrais le challenge avec beaucoup de positivité, quoi. Et justement, donc tu disais que quand tu as atteint un certain niveau de réussite financière, mais au niveau de réussite professionnelle, ça devient plus difficile de se motiver. Oui. Et justement, donc toi qui as atteint ce niveau de réussite, qu'est-ce qui arrive encore à te motiver aujourd'hui? Donc le domaine, bien sûr, enfin dans le domaine et dans ces masterclass, parce que l'intérêt financier, il existe, mais c'est pas ça qui va te rendre, te rendre milliardaire, quoi. Ah bah ça c'est sûr. Alors donc, effectivement, le fait d'avoir un certain niveau de réussite, ça émousse la motivation. En tout cas, c'est pour moi, hein, parce que je pense que il y a des gens qui vont se dire, allez, maintenant 1 milliard, allez 10 milliards, allez 100 milliards. En fait, ils n'ont pas de limite. Moi, j'ai compris que je n'étais pas Elon Musk quand il y a eu la réussite de Ledger et je me suis dit, voilà, maintenant je peux me reposer, je peux aller couper du bois, faire d'autres choses. J'étais pas en mode maintenant je lance des fusées sur Mars, etc. Et aujourd'hui, en réalité, ce qui m'anime, c'est plus de passer du bon temps, de faire quelque chose que j'aime faire. En même temps aussi, de pouvoir équilibrer les comptes du domaine. Parce que tu vois, c'est un peu des poches différentes et il y a beaucoup de monde qui travaille ici, il faut les payer. Enfin, il y a un moment, c'est juste du bon sens et sain d'intégrer en fait un business qui équilibre tout ça et qui garantit aussi à plus long terme les salaires et les postes et les emplois de tout le monde. Et pour moi, ça, c'est important. Et donc, c'est plus ça, en fait, qui va me motiver que l'objectif de gagner de l'argent, parce que effectivement, c'est pas avec ça, en fait, que ça va rien changer. Mais je peux pas. Faut que je me dise quand même, faut que tu aies un business, faut que tu fasses quelque chose. Et même si c'est pas scalable, et même si ça va pas faire 1 milliard parce que c'est pas possible, c'est pas grave. Je suis déjà très content en fait d'équilibrer les comptes du domaine et en plus, j'y prends un énorme plaisir. Et ça n'a pas de prix, tu vois. C'est vraiment ça, là où je vais trouver ma motivation. Pour poursuivre sur ce sujet justement des aspirations et de ce qui te motive, tu dis aussi que si tu entreprends, c'est pour être libre de pouvoir poursuivre tes rêves. Oui. Et tu dis ça dans le bouquin. Ok.
Et donc, je pense qu'au niveau, tu vois, économique et professionnel et entrepreneurial, tu as dû plus réussir que 99% des personnes qui, tu vois, qui entreprennent et qui font des choses. Est-ce que tu entretiens, est-ce qu'il y a encore des rêves que tu entretiens arrivé à ce stade? Et si oui, quels sont-ils? Alors c'est une très bonne question parce que en fait finalement il y a rien de pire que de réaliser ses rêves. Et moi, mon rêve, c'était de construire une grande entreprise. Et quand il y avait ces notions de licorne, aussi, je ferais une licorne. Et voilà, ça s'est fait. Et là, ça te met un gros coup sur la tête parce que tu te dis, bon, bah, c'est quoi la suite? Et là, tu perds un petit peu le pied. Et c'est là où tu te rends compte que, bah, t'as plus, enfin, c'est pas que t'as plus de rêve, mais t'arrives pas à trouver un peu la suite parce que quoi que tu regardes, bah, finalement, c'est un peu ridicule. Et t'arrives pas à réenclencher en fait la seconde, tu vois, tu restes en première. C'est vrai que ça fait un certain temps que je me suis posé cette question et que j'ai essayé de réfléchir, est-ce que je relance une boîte, est-ce que je retrouve un nouveau projet dans lequel je vais aller me consumer, etc. Et je suis arrivé à la conclusion que, bah, je voulais pas me relancer dans un projet qui allait me consumer entièrement, dans lequel j'allais me mettre à corps perdu et brûler mon énergie vitale. Parce que je l'ai déjà fait avec Ledger et je sais ce que ça m'a coûté. Et je suis pas sûr d'avoir envie d'y retourner parce que quoi qu'on dise, c'est très 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 dur. Enfin, c'est quand même du sacrificiel. Et deux, bah, je me suis dit qu'il fallait que justement, j'arrive à trouver mon rêve ou mon projet ou ce que je voulais faire d'une autre manière que du volume de chiffre d'affaires ou de taille de l'entreprise, mais sur des éléments plus proches du savoir-être et de l'épanouissement personnel que vraiment de la market cap de la boîte. Et c'est comme ça que je suis arrivé un peu par itération à cette idée d'exploiter le domaine dans le cadre des masterclass ou d'autres choses. Et j'ai plein de projets. Ouais. Liés au domaine? Liés au domaine. En fait, ça ouvre plein de possibilités. Et quand je vois le plaisir que prennent les personnes qui viennent ici et le fait qu'elles en demandent, qu'elles veulent faire des séjours plus longs, le club med des entrepreneurs, il y a plein de choses à faire et à construire. Il y a des événements à mettre en place. Donc, tout ça, finalement, on retrouve une forme d'excitation, de construire quelque chose. Et donc, c'est reparti. Mais tout en restant sur un rythme quand même tranquille, parce que ce genre de business, tu peux pas aller plus vite que la musique, tu vois, ça sert à rien d'aller lever des fonds, enfin, tu vois, c'est pas scalable vraiment. Et donc, c'est bien, parce qu'il y a plein de choses à faire. C'est chez moi, c'est compatible avec ce que je suis en train de créer ici, et même si ça demande quand même beaucoup de travail, bah, c'est rien par rapport à celui de créer une start-up qui doit scaler, qui va aller faire 1 milliard. Donc, voilà, à un moment, c'est vrai que j'ai pataugé dans cette histoire de rêve. Ouais. Et aujourd'hui, je dis pas que je vis mon rêve, c'est même, je raisonne plus comme ça. Tu vois, je dis, bah, en fait, je fais ce que j'aime et c'est super. Et tu l'intellectualises pas trop, comme tu dis que tu n'as pas tendance à... Exactement. À un moment, je me suis dit, bah, en fait, j'ai fait ça. Maintenant, je pourrais tout faire. Parce que je pourrais dire, allez, je pourrais aller guérir le cancer, aller coloniser Mars. Enfin, tu vois, je pourrais peut-être aller lever 100 millions sur un projet. Enfin, pour aller vraiment essayer de faire quelque chose et changer l'humanité. Mais en réalité, je me dis, bah non, j'ai pas envie de faire ça. Et c'est là où j'ai compris que je n'étais pas Elon Musk. Ouais. Et ça m'a fait un coup quand même. Parce que avant, j'avais fait des boîtes à 10, 20 millions, et après, je vais chercher à 100 millions, et après 1 milliard. Et après, on se dit, bah, naturellement, on va aller chercher 10 milliards. Mais en fait, non. Ça a été un hard stop. Et je me dis, bah merde. Est-ce que vraiment je suis une merde? Tu vois, enfin, vraiment, j'étais assez violent avec moi-même. Et au final, je dis, bah écoute, non, il y a des choses que tu peux faire de manière différente. Et tant que tu prends du plaisir, ça va, quoi. T'es pas obligé d'aller construire un truc énorme, tu vois, aller et faire quelque chose qui... j'ai pas besoin de réécrire l'histoire, quoi. Ouais. C'est un rêve qui reste quand même autour de l'entrepreneuriat. Tu vois, oui, complètement, bien sûr. Ouais. En fait, il n'y a pas eu à un moment donné, tu vois, de rêve de, je sais pas, moi maintenant je veux devenir guitariste professionnel ou de trucs comme ça? Non, parce que j'ai jamais eu de hobby. J'ai aucun hobby. Même aujourd'hui? Ouais, alors j'aime bien faire du Lego, mais bon, en réalité, j'ai plein de Lego et je regarde les boîtes. Je les fais pas. J'ai l'impression d'être dans un magasin de Lego chez moi et je trouve ça génial. Ouais, donc je suis content et c'est mes enfants qui font les Lego, ils sont très contents.
J'aime bien les flippers, j'ai une petite collection de flippers, mais pareil, je les regarde parce que j'ai pas le temps de jouer ou parce que je veux pas prendre le temps de jouer. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, mais c'est pas des hobbies et au final, il y a que l'entrepreneuriat qui m'intéresse, il y a que construire, avancer. Et aujourd'hui, je suis très content de pouvoir le faire dans une dimension qui reste à taille humaine et que je sois pas obligé pour trouver du plaisir d'aller dans des introductions en bourse ou d'aller chercher des business internationaux en milliards. Non, je me contente de mon petit truc qui me fait beaucoup de bien et beaucoup de plaisir. Et c'est un truc que tu vis parfaitement bien, le fait de pas avoir justement de rêves qui soient plus, tu vois, perso. Enfin, moi, je sais qu'à titre personnel, je me rends compte que de plus en plus, il y a vraiment pas que ça, mais c'est vraiment ce qui m'anime le plus. C'est quelque chose que je vis pas toujours super bien. De me dire, ah putain, il y a rien d'autre dans la vie qui m'anime que, tu vois, de créer, développer une entreprise structurée, machin, faire des choses qui sont liées à ça. En fait, je trouve que c'est la plus belle des aventures. Je vais dire un truc. Quand Ledger a été valorisé 1 milliard, que j'ai pu vendre une partie des actions, j'ai touché 20 millions, et je pensais que Ledger, et on pensait tous que avec la croissance du marché, Ledger allait être vendu 5 milliards, 10 milliards, et qu'en gros, je me disais, je suis milliardaire. Tu vois, j'étais dans un état d'esprit où je me disais, je suis milliardaire. Tu vois, et donc plus de limite. Et donc, quand j'allais en voyage à Paris, en plus, c'était la folie, le Bitcoin était super haut, enfin, c'était un peu n'importe quoi pendant quelques semaines, voire quelques mois. J'allais dans les plus beaux palaces, je prenais le top, le machin, et donc c'était super. Mais assez rapidement, je me suis dit, mais il y a quoi après? Tu vois, quand déjà, t'as le meilleur truc, Ouais. tu vois, à Paris, une grande capitale, tu vois, t'as la meilleure table dans le meilleur restaurant, la meilleure suite dans le meilleur hôtel, un hôtel, 2 hôtels, 3 étoiles, enfin 3 hôtels. Après, tu dis, mais il y a plus rien en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire après, tu vois? Alors tu peux voyager, etc. Mais et en fait, ça a été vertigineux. Et je me suis dit, en fait, c'est horrible parce que bah voilà, t'es au max. Tu vois, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Et donc aujourd'hui, quand je vais à Paris, je vais dans des trucs sympas. Hein, je vais pas dans des Formule 1, mais tu vois, j'ai arrêté tout ça parce que je dis non, faut reculer un petit peu. Peut-être tu le referas ça, mais tu te l'autoriseras une fois de temps en temps parce que si ça devient en fait ton quotidien, mais en fait c'est nul parce que tu t'as plus rien, tu peux plus rien espérer parce que tu es déjà au max de entre guillemets ce que la vie matérielle, tu vois, peut te proposer. Et donc le fait de toucher du doigt comme ça la richesse infinie, et je me disais, je peux tout faire, absolument tout, tu vois, il n'y avait pas de limite. Ah bah, je sais que c'est très paradoxal et que ça peut en choquer plus d'un, mais je me suis dit, en fait, non, quoi. Tu vois, non, je veux pas. Je pense qu'en philosophie, tu appelles ça la solitude de Dieu, tu vois, c'est-à-dire que à un moment, tu dis non, je veux pas en fait toucher du doigt l'absolu et donc je reviens, tu vois. Alors après, c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de gens milliardaires et autres qui vont ensuite ils donnent toute leur fortune, ils vont aider les autres parce que sinon plus rien n'a de sens. En fait, ça n'a plus rien, n'a aucun sens et je pense que tu peux vraiment complètement vriller. Ouais. Et donc, alors, il y en a qui vont trouver la suite dans le pouvoir, tu vois, la politique, d'aller chercher quelque chose d'autre ou d'aller donner l'argent, d'aller donner de l'argent, d'aller aider. Et moi, ce ne sont pas des choses qui me parlent. Tu vois, la politique, absolument pas. Ensuite, j'ai une fondation ici pour aider les jeunes dans le domaine de la science, mais je me suis pas dit, je vais consacrer ma vie à aller éradiquer la malaria. Bon, de toute façon, plus c'est fait, ou autre chose. Tu vois, non, en fait, ce qui me ramène et ce qui m'anime, c'est vraiment cette aventure entrepreneuriale. Et en réalité, pour moi, il n'y a rien de plus beau et de plus incroyable et de plus excitant que de travailler sur un nouveau projet, de le lancer, de voir les premiers clients, les premiers usages, même si tu reviens à faire un truc tout petit. Et donc, aujourd'hui, j'ai rien d'autre que l'entrepreneuriat, tu vois, enfin, en titre professionnel, tu vois, j'ai pas de rêve, j'ai pas d'autres rêves. Ce qui me fait vibrer, c'est l'entrepreneuriat et le fait de n'avoir rien d'autre qui me fasse vibrer, aucun problème. Tu vois, c'est super. Tu le vis bien. Je le vis bien, c'est ça. Je suis bon à ça. Je me dis pas que je vais être le meilleur absolument à ça, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, ça me suffit et ça me fait pas du tout flipper de pas avoir d'autres perspectives ou autres parce que je suis bien. Ah, j'ai une question à la con. Vas-y, shoot. Tu dis que t'as pas de hobby.
Mais moi, il y a une question qui m'a interpellé, qui m'est venue en lisant ton bouquin. Ouais. C'est, est-ce que tu fais toujours des gâteaux? Non, non, non. Je cuisine pas et ça me viendrait pas du tout à l'idée de faire des gâteaux. Ça m'intéresse absolument pas. C'était une passion passagère. C'était une passion passagère, exactement. Non, j'ai un moment essayé de professionnaliser tout ça en allant bosser chez un boulanger-pâtissier. J'ai vite compris que c'était pas pour moi. Et niet, c'était terminé. Mais du coup, ça a coupé, ça a tué la passion dans l'œuf parce que t'as même pas continué à titre perso. Ouais, j'ai pas continué et de toute façon, ça a vite été remplacé par l'informatique puisque peu de temps après, j'ai découvert mon premier ordinateur, un Thomson TO770 et là, c'est coup de foudre. Là, c'était le coup de foudre et voilà, c'était fini. La pâtisserie, la farine, les œufs, oublié. Ciao. Par rapport je voudrais qu'on parle du sujet du Bitcoin. Ouais. Parce que la première fois que je t'ai entendu en fait parler, c'était pas à la télé, c'était à la radio et une interview au sujet du Bitcoin sur BFM. J'aurais voulu qu'on parle de ta vision du monde, enfin en tout cas du système économique. Ouais. De la place de l'argent tel qu'il existe aujourd'hui et de la place potentiellement de Bitcoin dans, tu vois, cet écosystème et et comment tout ça, à tes yeux, risque de se dérouler. D'accord, une question ouverte. Donc. Une question ouverte et incroyablement large. D'accord. Que tu peux prendre et amener là où tu veux. Très bien. Donc, je me suis intéressé au Bitcoin en 2013. C'est l'année à laquelle je l'ai découvert. Et pourquoi est-ce que tout de suite le Bitcoin m'a intéressé et m'a frappé, m'a vraiment interloqué? C'est parce que déjà depuis longtemps j'avais je m'intéressais au système financier, monétaire, à la notion de l'argent et au fait que finalement l'argent moderne n'existe pas, qu'il est basé sur rien, juste sur une confiance dans l'État de pouvoir soit faire la guerre, soit pouvoir lever l'impôt, etc. Et que, d'un point de vue purement de liberté personnelle, donc sujet toujours qui m'intéresse, posséder de l'argent, tu possèdes rien. Tu vois, tu es à la merci soit d'être spolié par l'inflation, soit d'être spolié tout simplement par un écroulement du système financier qui fait que tu te retrouves avec plus rien. Alors, pour pouvoir mitiger cette problématique, il y a évidemment la pierre, donc avoir des terrains, avoir un toit sur la tête, parce que ça, ce sera toujours quelque chose que tu pourras posséder, ou à l'époque, en tout cas, pour moi, c'était posséder de l'or. Donc j'avais de l'or, des lingots d'or, c'est-à-dire que j'emmerdais mes banquiers, ce qui me disaient, tiens, prends un tracker, un ETF. Ils disaient, non, moi, je veux des lingots d'or. Donc ils étaient obligés de prendre possession des lingots, ensuite de les mettre dans des coffres et tout. Visiblement, peu de gens faisaient ça. Mais pour moi, c'était important d'avoir cette possession vraiment physique parce que je n'avais aucune confiance dans le système financier. Et donc, le Bitcoin est apparu pour moi comme une alternative extrêmement moderne, crédible et très intéressante à cette notion d'argent. Puisque le Bitcoin, c'est une double révolution. C'est à la fois une révolution technologique avec la blockchain, le consensus décentralisé, on ne va pas rentrer dans les détails, et une révolution monétaire, puisque pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a une monnaie, une forme de monnaie qui est déflationniste dans le sens où on ne pourra jamais faire varier sa masse monétaire puisqu'elle est réglée par un algorithme qui le contrôle. Et pour moi, ça correspondait exactement en fait à ce que je pouvais attendre d'une monnaie, c'est-à-dire que elle n'est pas falsifiable, elle est complètement fongible, c'est-à-dire qu'un bitcoin, un autre bitcoin, on s'en fiche. Et surtout, on ne peut pas faire évoluer la masse monétaire en fonction d'une décision politique. Et si j'ai un bitcoin, eh bien j'aurai un 21 millionième de la masse monétaire et on pourra surtout jamais me le retirer puisqu'on le possède vraiment, contrairement à tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est là le paradoxe et c'est là que c'est hyper intéressant, c'est que le bitcoin est la monnaie la plus physique qui existe. Et c'est pas du tout de la monnaie dette. Aujourd'hui, un euro, je pense que les gens se disent, j'ai un euro parce qu'ils ont le sentiment d'avoir un billet de banque de 20 euros dans la main. Mais en réalité, c'est de la monnaie dette qui n'existe pas et qui, à tout moment, peut complètement se dégonfler. Et c'est pour ça que, depuis que je connais le Bitcoin, j'ai tous mes avoirs, ou presque, en Bitcoin, et que la nuit, je dors très bien en ayant tout en Bitcoin, et que si j'avais tout en euros, là, ça m'empêcherait de dormir. Cependant, tu disais que c'est basé, oui, effectivement, la monnaie, tu vois, l'euro, par exemple, est basé sur une croyance, tu vois, c'est toujours la confiance qu'on met dans la monnaie qui lui accorde sa valeur. C'est un peu la même chose
pour les crypto-monnaies, dont certaines, Ah, tu vois, ont perdu la confiance du jour au lendemain. Bien sûr. Je pense à Terra Luna, tu vois, ou qui du jour au lendemain, Évidemment. c'est Il y a plus de, c'est vautré, quoi. il y a des dizaines de milliers de crypto-monnaies différentes. Moi, tout ce que je dis là ne concerne que le Bitcoin. Ok. Voilà. C'est-à-dire que moi, je fais vraiment une grande différence entre le Bitcoin et les autres. Je vais pas rentrer dans le débat. Est-ce qu'on met Ethereum, etc. Enfin voilà, on va simplifier. On va dire Oui. que je parle que du Bitcoin. Et évidemment, tu as entièrement raison. Toute la valeur de Bitcoin. Pourquoi ça a de la valeur? C'est parce qu'il y a une confiance qui est mise dans le fait que on ne peut pas falsifier le Bitcoin, qu'on ne peut pas prendre le Bitcoin de quelqu'un, qu'on ne peut pas censurer le réseau et qu'on ne pourra jamais créer plus de 21 millions de Bitcoins et que le système, en fait, ne peut pas bugger ou tomber pour tout un tas de raisons externes. Et ça fait plus de 10 ans que le réseau est attaqué en permanence et que ça tient. Et que donc cette confiance augmente. Alors que la confiance dans l'euro en tant que monnaie d'État et monnaie en fait gouvernementale, effectivement, on peut avoir confiance dans l'État français ou plutôt dans l'Europe, mais on ne contrôle pas l'inflation, on ne contrôle pas en fait la capacité que peut avoir un État à complètement spolier ses citoyens en imprimant de l'argent. Le fait d'avoir débasé la monnaie par rapport à l'or, depuis les années 70 aux États-Unis, avant le dollar était indexé sur une réserve d'or, etc. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Eh bien, c'est la capacité pour l'État de pouvoir siphonner l'entièreté des avoirs des citoyens pour pouvoir ensuite financer les guerres, financer ce qu'ils veulent. Et donc, c'est là, pour moi, où il y a un vrai danger et un vrai problème, c'est que même si tu possèdes 10 000 euros, par exemple, le pouvoir d'achat lié à ces 10 000 euros n'est en rien garanti. Et donc, tu peux travailler toute ta vie et à la fin te faire niquer royal. Tu vois ? Et pour moi, cette pensée, elle est insupportable. Et c'est pour ça que le Bitcoin correspond à une alternative, correspond à une réserve de valeur qui ne dépend pas du pouvoir politique, qui ne dépend pas de la volonté d'un gouverneur, d'une banque, et donc correspond vraiment aux valeurs fondamentales de la liberté. Et il était évident que lorsque j'ai compris que la manière dont fonctionnait Bitcoin et cette technologie, je me suis dit que j'allais devoir y consacrer en fait les prochaines années de ma vie. Est-ce que tu penses être un petit peu anarchiste? Non, parce que je crois en la puissance d'un État, mais un État régalien. C'est-à-dire que pour moi, l'État, il doit assurer la sécurité, l'armée, la police, etc. Mais par contre, il ne doit pas se mêler en fait trop des affaires économiques, financières, etc. Donc moi, je suis plus un libertarien qu'un anarchiste. C'est-à-dire que je ne crois pas en fait. Je crois au principe de propriété, par exemple. Un anarchiste, en fait, il peut tout remettre en question, et donc on doit trouver un bon équilibre entre ce que l'État fait, ses responsabilités, et puis la liberté individuelle de chacun. Donc je m'inscris plutôt dans un courant libertarien, même si c'est pas pour moi, en fait, j'y ai pas un intérêt absolu, c'est-à-dire que je fais pas de politique, je suis pas actif là-dedans, et j'ai juste, en fait, un positionnement philosophique, mais qui ne va pas déclencher chez moi en fait un mouvement militant. Ah, j'entends. Mais justement, est-ce que tu identifies un problème dans la gestion de l'ingérence financière des États tels qu'ils existent aujourd'hui, leur ingérence financière dans la vie économique des personnes, des entreprises, etc. Si on recentre un petit peu la question autour de l'entrepreneuriat, je dirais qu'aujourd'hui, une des grandes difficultés qu'on peut avoir en France, mais pas que, c'est sur l'ensemble des taxes sociales qui sont liées à l'emploi. Pour moi, employer quelqu'un, c'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop compliqué, il y a beaucoup trop de contraintes, c'est beaucoup trop risqué. Et donc, on en revient à utiliser maintenant plutôt des freelances, plutôt des alternants, plutôt des contrats en fait avec beaucoup de précarité. Si c'était facile de recruter et de licencier, il y aurait beaucoup plus d'emplois en fait qui seraient fournis, parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui va proposer un CDI, elle va y réfléchir à 2 fois avant de le faire. Parce que si à un moment ça se retourne et que c'est compliqué, pour pouvoir licencier, c'est l'horreur. Ouais. Ça coûte extrêmement cher et l'entreprise est souvent quand même plutôt dans une position précaire par rapport aux salariés si jamais celui-ci veut l'attaquer au prud'homme ou autre. Et ensuite, quand on voit le niveau de taxes, de charges sociales, de charges patronales, c'est un peu game over, quoi. Et ça, c'est un véritable problème. Et donc, il faudrait complètement rebooter tout ceci. Et bien sûr, je ne pense pas que ce soit possible et simple. Il faudrait une espèce de choc économique
qui d'un point de vue politique serait tellement violent que je vois pas comment on peut y arriver à part passer par un reboot ou une guerre civile, ce que je ne souhaite pas. Donc la situation elle est comme ça, on doit jouer avec ces cartes et les règles sont les mêmes pour tout le monde, en tout cas en France. Mais clairement pour moi ça c'est une grosse limitation dans le développement économique parce que pour recruter c'est très compliqué et surtout c'est trop contraignant parce que justement on peut pas licencier. Et paradoxalement, si on pouvait licencier quelqu'un du jour au lendemain, je suis persuadé que ça créerait plus d'emplois. Il faut aller convaincre les copains de la CGT, et là, c'est pas gagné. Oui, c'est pas gagné, mais je comprends leurs problématiques, parce que il peut y avoir des abus, c'est toute une question d'équilibre. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est un frein, et il faudrait pouvoir être beaucoup plus souple dans la relation entre l'employeur et l'employé. Ouais, parce qu'effectivement, tu l'as dit, l'effet pervers, c'est qu'aujourd'hui, il y a des modèles où, en fait, on n'est que sur des modèles de prestation de services. Des gens qui facturent avec des auto-entreprises, ils ont zéro couverture, pas de retraite, et avec un désastre social potentiel qui va se profiler. Oui, et en plus, ces personnes-là ne bénéficient en plus pas, au-delà des problématiques de couverture, etc., de vraiment rentrer dans une entreprise, de faire partie d'une aventure, de créer quelque chose. En fait, ils deviennent indépendants parce que ils sont obligés de le faire, non pas parce qu'ils poursuivent eux-mêmes un désir entrepreneurial, en tout cas pas tout le temps. Et donc là, il y a cet effet pervers, alors que sinon, ils pourraient être en CDI, ils pourraient en fait avoir quelque chose même d'un point de vue humain de beaucoup plus construit, de moins précaire, même si, eh bien, on pourrait licencier quelqu'un quand même plus facilement. Tu parlais de sécuriser ses avoirs justement et du fait que toi, tu voulais à un moment donné, tu as voulu de l'or et puis maintenant Bitcoin. Est-ce que, alors tu sais, ma thématique c'est plutôt l'immobilier. Ouais. Est-ce que suite à l'aventure du Dodo Hotel, est-ce que tu as voulu investir plus dans l'immobilier en France? Non. En fait, j'ai tout à fait conscience que l'immobilier est une forme de revenu passif super intéressante, mais moi, ça m'a jamais intéressé. Okay. Enfin, j'étais content à l'étranger de faire quelques opérations. J'en ai fait en Roumanie, j'en ai fait en Lettonie, parce que il y avait une dynamique extrêmement forte et il y avait vraiment des coûts à faire. C'est-à-dire que en Roumanie, j'ai acheté des terrains au cul du tracteur à des fermiers où je payais 20 € le mètre carré, je le revendais 6 mois après à 100 €. Donc voilà, là c'est des coûts en fait, mais ça va durer que 6 mois, 1 an et après ce sera terminé. Et donc là j'y voyais un intérêt. Mais par contre partir sur du développement immobilier long terme, c'est vraiment des emmerdes. Faut gérer tout ça. Enfin et puis en plus, il y a des emmerdes partout, hein, mais c'est pas du tout des emmerdes qui m'excitent. Et j'ai jamais été attiré par posséder en fait plein d'appartements ou des maisons ou des terrains et donc, j'ai quand même un domaine, hein, donc j'ai une grande propriété, mais c'est différent pour moi. C'est pas un investissement en mode revenu passif. Et donc, aujourd'hui, en fait, j'ai jamais diversifié de cette manière parce que ça m'a vraiment pas intéressé. Ok, très bien. Tu crois pas justement, il y a des écoles qui disent il faut diversifier, tu sais, sur l'économie, les avoirs. Et tout. Alors, si j'y crois et je comprends d'où ça vient et là, c'est vraiment faites ce que je dis et faites pas ce que je fais. Donc diversifiez votre épargne. Mais moi, je suis tout en Bitcoin. Ouais. Donc j'ai zéro diversification et ma fortune patrimoine professionnel est indexé complètement sur le succès du Bitcoin entre Ledger et CoinHouse qui représentent, je pense, 95% de mes avoirs. Si demain le Bitcoin s'écroule, là c'est sûr que je vais me retrouver à l'Intermarché de Berry à faire la promotion du sac de pommes de terre. Hein. Et on viendra t'en acheter. Ah oui, bien sûr, mais je sais, j'y compte bien. C'est pour ça que je suis pas inquiet. C'est bien. Qu'est-ce que tu ferais de ton temps si tu n'avais pas besoin de dormir? Ce serait horrible. J'adore tellement dormir. Admettons que tu n'as plus besoin et puis c'est neutre. Bon, tu serais malheureux déjà apparemment puisque tu adores ça. Ah ouais, déjà je serais hyper malheureux parce que j'adore dormir et pour moi dormir c'est essentiel et j'encourage tout le monde à dormir. Et à s'ennuyer. Et à s'ennuyer, non, mais bien sûr. Et en tout cas, le succès n'est pas incompatible avec le fait de dormir beaucoup. Ouais. Parce que moi, je considère dormir beaucoup. En tout cas, moi, je suis pas en mode 6 heures par nuit, douche froide, tout ça. Tout ça, c'est la connerie. Enfin, pour moi, en tout cas. Et donc, admettons que je sois insomniaque et que la nuit... Mais t'es en pleine forme, hein. C'est pas genre insomniaque qui était un zombie. Tu dors pas, mais genre t'es au taquet, tu vois. Si je suis au taquet, je pense que je bosserai 2 fois plus, c'est tout. Tu vois, enfin, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre parce que de toute façon, dès que j'ai du temps, je travaille. Et en fait, le seul, c'est pas un hobby, mais le seul, plaisir que je m'accorde, c'est regarder des séries ou des films.
Ok. Donc ça, j'aime bien. Pour le coup, ça, j'aime bien. Par contre, je pourrais pas me taper ça 6 heures de suite, quoi. Ouais. Parce qu'à la fin, je deviendrais fou et j'aurais trop mal au crâne. Et j'aime bien aussi jouer aux jeux vidéo. Baldur's Gate. Exactement. Mais bon, je peux pas non plus jouer trop parce qu'après, j'ai la tête, enfin, j'explose. Les streamers qui jouent 15 heures par jour, je sais pas comment ils font. Moi, à la fin, là, je sais plus où j'habite. Donc, je pourrais pas, en fait. Donc, non, je pense que je ferais que travailler parce que c'est le seul truc que j'arrive à faire non-stop sans péter un boulon, quoi. Ok. Et en parlant de films, justement, est-ce que tu as des recommandations de films? C'est quoi tes films préférés? Oh, bah, c'est hyper classique. J'aime beaucoup Christopher Nolan. Donc, Inception, Le Prestige, Interstellar. J'aime Memento, voilà. Enfin donc voilà, ce réalisateur, moi je trouve assez incroyable. Et je sais pas. Ok, c'est déjà pas mal. T'en as déjà donné. Ouais, voilà, bon, c'est un peu monomaniaque là sur les films, mais non, j'ai pas une très bonne mémoire et donc j'oublie. Pourtant, j'en ai regardé énormément, mais moi je les consomme en fait. Je les consomme et parfois je vais re-regarder les films que j'aime bien ou des séries. J'aime beaucoup aussi les séries. Et là, moi, ma série préférée, c'est For All Mankind Ok. sur Apple TV. Donc c'est une uchronie Ouais. qui démarre quand en fait ce sont les Russes qui en premier marchent sur la Lune. D'accord. Et franchement, une série époustouflante que je recommande à tout le monde si on aime la science-fiction ou la hard science. Allez. Et je continue sur les recommandations culturelles. Est-ce qu'il y a des bouquins que tu as lus, que tu as énormément aimé ou qui ont changé un truc en toi? Un livre que vraiment j'ai beaucoup aimé, c'est All the Light We Cannot See de John Doerr. Ça a été adapté sur Netflix, mais j'avais lu le bouquin, donc c'est Toute la lumière que nous voulons pas voir, je crois en français, parce que moi je l'avais vu en anglais, il était vraiment magnifique. Un livre que je recommande parce que c'est une œuvre magistrale, c'est Le problème à 3 corps de Liu Cixin. Donc c'est un écrivain chinois. C'est The Three Body Problem en anglais. Je crois qu'en français c'est Le problème à 3 corps. Je suis pas sûr, mais c'est une trilogie de science-fiction absolument incroyable. Et là encore, Netflix va l'adapter. Ça devrait sortir, je pense, d'ici cet été. Je serais curieux de voir comment ils ont réussi à adapter. Mais moi, j'aime beaucoup les bouquins de science-fiction. C'est ça qui permet de m'échapper. Okay. Et j'aime beaucoup les écouter. En fait, j'écoute beaucoup de livres audio. Et c'est pour ça, du reste, que j'ai vraiment tenu à faire la version audio de mon livre. Tu l'as faite toi-même. Que j'ai faite moi-même, lu par l'auteur, parce que j'adore écouter des livres, surtout quand je conduis, parce qu'effectivement, ce serait con de les lire en conduisant, mais c'est surtout là, du moment où je peux vraiment avoir du temps pour justement lire, et donc je les écoute. Et ça a changé ma vie, le fait d'écouter des livres, parce que j'adore lire, et j'ai malheureusement de moins en moins trouvé le temps, ou voulu trouver le temps de lire, de se poser, etc. Et par contre, on conduit beaucoup et pas mal, surtout qu'on habite à la campagne. Et là, l'écoute des livres m'a permis de continuer de lire. Et donc, j'ai vu écouter des centaines de livres de cette manière. Pour moi, lire, écouter, c'est pareil. Enfin, surtout pour des livres quand on écoute de la fiction. Si on écoute vraiment des trucs un peu techniques et tout, je pense que là, il faut mieux les lire parce qu'on retient quand même mieux. Mais par contre, ça, écouter les bouquins, génial. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu aurais aimé qu'on parle aujourd'hui et dont on n'a pas parlé? Oui. On va faire un peu de promo. J'aimerais parler de mon école Algosup, qui est une école de développeurs que j'ai cofondée il y a quelques années à Vierzon et qui forme des développeurs en 5 ans, vraiment des développeurs de haut niveau qui auront vocation à devenir directeur technique, VP Engineering. Et c'est une école qui est en 5 ans, qui est tout en anglais, avec aussi une grande place pour le savoir-être, parce que le savoir-être est vraiment indispensable en entreprise. J'ai recruté tellement de divas technologiques, psychopathes, que ça, c'est plus possible. Et donc, on forme vraiment des personnes qui fonctionnent en entreprise. Et on veut vraiment que le choc culturel, il soit quand on rentre dans l'école et pas quand on rentre dans l'entreprise. Et pour moi, c'était vraiment important de créer cette école et de former des jeunes pour vraiment pouvoir en faire des super développeurs de haut niveau. Et donc, si vous cherchez pour vous, pour vos enfants, pour quelqu'un que vous connaissez, une école de développeurs, pensez à Algosup. Je sais que c'est situé à Vierzon, mais c'est à 1h30 de Paris en train. On est en face de la gare et on est vraiment dans des bâtiments magnifiques. Et c'est vraiment une école qui forme des super talents avec une approche assez différente de la pédagogie. Et donc, voilà, pensez à nous. Pourquoi tu as tenu à le faire à Vierzon, justement? Parce que c'est un choix, bien sûr, qui est plutôt atypique. Ouais. Ah bah c'est simple. Quand tu fais une école, le plus gros problème, c'est de trouver de la place.
parce que c'est un modèle en fait scalable, pour le coup, très scalable. Et donc, si l'école a du succès, tu as besoin de t'agrandir. Et on s'est dit qu'à Vierzon, il y aurait de la place. En plus, ça s'est fait au moment où Ledger commençait à se développer et il y avait un peu un coup de projecteur sur la région qui nous a aussi aidé à rénover des bâtiments industriels type Eiffel absolument magnifiques. Et donc, on a bénéficié en réalité du soutien de la région, de la communauté de communes, qui voulait vraiment que l'école s'implante ici. Et donc, on s'est dit, bon, on va le faire à Vierzon. Et en plus, comme l'école est en anglais, qu'on a donc des élèves qui viennent de l'Europe entière, Vierzon, vu de l'Europe, c'est le centre. Vu comme ça. Exactement. Pour les personnes qui écouteront justement cet épisode, qui le regarderont, si tu avais un conseil à leur donner, quel que soit leur âge, parce que je pense qu'on va avoir des personnes qui ont 20 ans et des personnes qui ont 60 ans qui vont regarder cet épisode, quel serait le conseil que tu pourrais leur donner? Ça va être très bullshit, hein, mais pourtant c'est important. C'est vraiment croyez en vous, soyez authentique. N'essayez surtout pas en fait de ressembler à quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est pas en regardant ce podcast en disant ah tiens Éric Larchevêque il a réussi, il est comme ci, il est comme ça, je vais être comme lui. Non. Ce qui est important c'est vraiment de rester authentique et donc de se faire confiance. Vous êtes comme vous êtes. Vous n'allez pas forcément changer. Vous allez pouvoir améliorer ceci, améliorer cela. Mais travaillez votre confiance. Ouais. Apprenez à avoir confiance en vous. Restez authentique. Croyez en vous. Et rien que ça aide. Super conseil, merci beaucoup Eric. Donc je vous recommande déjà premièrement le livre d'Eric, Entreprendre pour être libre, qui est vraiment. Que je recommande aussi. Je recommande en toute objectivité. En toute objectivité. Il est super instructif et en plus amusant. Oui, facile à lire. Il se lit bien. Si vous êtes entrepreneur, les masterclass, clairement qui peuvent vous aider à progresser. Et si vous êtes développeur, vous connaissez quelqu'un qui veut se former, AlgoSup à Vierzon. Merci de nous avoir reçus Eric. Merci.